La suite du grand journal à écouter sur radioj.fr et sur l'application Radio Player France. Place maintenant à l'entretien de cette édition. André Caspi, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, spécialiste des États-Unis. On vous doit notamment La Nation armée, les armes au cœur de la culture américaine, un livre paru en 2019 aux éditions de l'Observatoire. Benny Gantz, je le disais tout à l'heure, a mené hier une visite éclair aux États-Unis, un déplacement au cours duquel le ministre israélien de la Défense a rencontré plusieurs responsables américains, notamment son homologue Lloyd Austin. Avant son départ, Benny Gantz a qualifié ce voyage, je cite, de très important pour la sécurité d'Israël. André Caspi, qu'est-ce qui s'est joué lors de cette visite, la première d'un responsable israélien depuis l'intronisation du président Joe Biden? Je crois que ce qui est important, c'est que Benny Gantz est allé montrer comment la situation en Israël est en train d'évoluer. Il est évident qu'il y a de quoi inquiéter les Américains et même les autres alliés d'Israël, parce que c'est une situation qui est très confuse, qui est très compliquée, qui est difficile à comprendre, qui est typiquement israélienne, qui ne correspond absolument pas à la manière de gérer les affaires politiques aux États-Unis. Par conséquent, je crois que il était nécessaire que le responsable militaire, qui est Benny Gantz, puisse expliquer à ses contreparties américaines ce qui se produit aux États-Unis, d'autant plus que Gantz, qui faisait partie du ministère de Netanyahou, fera également partie du nouveau ministère si il est constitué avec Yair Lapid et puis Naftali Bennett. C'est pour dire aussi, André Caspi, que à côté de l'instabilité presque structurelle de la vie politique israélienne, il y aura certains enjeux sécuritaires et de défense qui seront stables et maintenus, pérennes sur le long terme entre Israël et les États-Unis. Incontestablement, vous savez, les liens entre Israël et les États-Unis sont très étroits sur le plan militaire, sur le plan industriel, sur le plan universitaire, sur le plan idéologique. Alors, je ne vais pas dire qu'Israël est le 51e État de l'Union, certainement pas, parce qu'Israël est indépendant et Israël a sa propre politique, mais il n'empêche que les liens qui existent entre les deux nations sont très très forts et que quelle que soit la situation politique, il n'en reste pas moins qu'Israël restera l'un des alliés privilégiés des États-Unis, et pour les Israéliens, les États-Unis sont évidemment l'allié essentiel, l'allié sur lequel ils comptent, le seul allié en somme qui puisse leur faire pression sur Jérusalem, parce que tous les autres nations, tous les autres pays, tous les autres gouvernements sont dans l'incapacité, en somme, d'exercer la moindre pression sur Israël. Qu'est-ce qui caractérise la diplomatie bidenienne au Proche et au Moyen-Orient relativement à celle de son prédécesseur Donald Trump? Ah, c'est très différent. C'est-à-dire que Donald Trump avait une très forte amitié pour Netanyahou. Au fond, ils sont tous les deux placés à droite de l'échiquier politique. Biden, c'est différent. Biden connaît Netanyahou depuis très longtemps. Vous savez que Biden, lorsqu'il était sénateur, c'est-à-dire entre 1972 et 2008, Biden avait noué des liens étroits, notamment avec Netanyahou. Ils se connaissent, mais ça ne veut pas dire qu'ils communient notamment exactement. ambassadeur israélien aux Nations Unies. Mais ça ne veut pas dire que Biden considère que Netanyahou est un proche sur le plan politique. Ils peuvent avoir des divergences, et ils en ont eu, et ils en ont encore. Mais il n'empêche qu'ils se connaissent très bien. Je ne suis pas certain que Biden connaisse aussi bien Naftali Bennett. C'est-à-dire qu'au fond, il faudra qu'il fasse connaissance avec Bennett si Bennett devient le Premier ministre. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une adaptation de la part du président des États-Unis, une adaptation à cette situation, une situation qui est flottante, qui est instable, qui est difficile à comprendre, mais dont il faut tenir compte parce que c'est la réalité. C'est-à-dire qu'au fond, un homme politique doit être réaliste, et je crois que Biden, de ce point de vue-là, est réaliste comme tous les hommes politiques.
On reviendra dans quelques instants, André Caspi, sur Naftali Bennett et ses relations aux États-Unis. Mais avant, je voudrais qu'on évoque les réserves et les critiques observées pendant la dernière opération israélienne dans la bande de Gaza, gardien des murailles. Critiques formulées notamment par les députés Ocasio-Cortez, Rachida Tlaib, mais aussi, comme de coutume, du sénateur indépendant du Vermont, Bernie Sanders. Dans quelle mesure ces figures démocrates peuvent-elles peser sur les choix à venir, les choix notamment diplomatiques de Joe Biden au Proche-Orient? Ce qui est très frappant, c'est que au cours de cette crise qui a duré 11 jours, Joe Biden est passé par plusieurs étapes. Dans un premier temps, il a considéré tout naturellement qu'Israël avait le droit de se défendre. D'autant plus que l'agresseur, le Hamas, est un État terroriste et qu'en conséquence, il n'a comment dire, aucune surface diplomatique, et en tout cas les États-Unis n'ont rien à voir avec le Hamas. Donc pour Biden, aucune hésitation possible, il fallait défendre Israël, il fallait que Israël puisse se défendre. Et puis petit à petit, il s'est aperçu qu'à l'intérieur de son propre parti, les personnalités dont vous avez cité les noms tout à l'heure manifestaient une hostilité grandissante à l'endroit d'Israël, et une sorte de sympathie non moins grandissante envers les Palestiniens. Alors les Palestiniens qui? Eh ben pas le Hamas, mais plutôt l'autorité palestinienne, une autorité palestinienne qui n'était pas très vigoureuse, qui ne savait pas très bien quoi faire, et qui en tout état de cause redoutait une seule chose, ça n'était pas les agressions israéliennes, c'était l'agression du Hamas. Donc en fin de compte, la conclusion à laquelle Joe Biden a rapidement abouti, c'est que compte tenu de la situation à l'intérieur de son propre parti, c'est-à-dire compte tenu de la situation aux États-Unis, il fallait qu'il manifeste une attitude peut-être un peu plus équilibrée. C'est la raison pour laquelle, au bout de quelques jours, il a demandé puis il a exigé qu'Israël arrive à un cessez-le-feu avec le Hamas et cesse ses bombardements sur Gaza. Donc, si vous voulez, il y a eu une évolution du président des États-Unis, une évolution qui s'explique essentiellement par le conflit qui existe à l'intérieur de son propre parti, et peut-être aussi, mais ça j'en suis moins sûr, par les réactions internationales à l'égard des bombardements israéliens sur Gaza et sur les différentes positions du Hamas. Une dernière question, André Caspi. On le sait, Benyamin Netanyahou a une profonde connaissance des États-Unis, des milieux politiques et médiatiques, notamment américains. Mais le Oui. pays n'est pas étranger non plus à Naftali Bennett, le possible futur Premier ministre israélien. Ses parents sont des Juifs américains. Il a fondé à la fin des années 90 une société américaine de cybersécurité, revendue en 2005 pour la bagatelle de 145 millions de dollars. Il a également été par la suite ministre de la diaspora et de la défense. Est-ce autant d'éléments qui, selon vous, pourrait lui permettre de s'acclimater un peu plus rapidement que d'autres à la fonction particulièrement exigeante de Premier ministre, notamment pour ce qui a trait aux relations avec les États-Unis? Oui, c'est vrai que Bennett connaît bien les États-Unis puisque il est quand même américain d'origine, mais ça ne veut pas dire qu'il partage les opinions des démocrates américains. Je dirais qu'il est plutôt du côté Trump que du côté Biden. Donc, même si Bennett sait comment il faut agir avec les États-Unis, il n'empêche que je ne vois pas très bien comment il serait une sorte de mannequin entre les mains des Américains. Mais il faut quand même ne pas oublier ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les liens entre les deux pays sont extrêmement étroits et que peu importe les origines du Premier ministre, tout Premier ministre israélien doit tenir compte de ces liens qui sont des liens privilégiés, mais des liens qui sont également obligatoires, si l'on peut dire, pour maintenir la situation au Proche-Orient. Est-ce qu'il aura à cœur d'assurer le soutien bipartisan à Israël, ce qui n'avait pas forcément été le cas dans les dernières années de mandat de Benyamin Netanyahou, notamment sous Obama?
Alors là, écoutez, là, vous me posez une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que moi, je veux bien, en tant qu'historien, parler du passé, mais en tant qu'historien, je ne peux pas parler du futur. Tout ce que je sais du futur, c'est que je n'en sais rien. Mais en tout état de cause, je sais qu'il y a des pressions sur Bennett et sur Lapid d'ailleurs, pour que les liens avec les États-Unis restent ce qu'ils sont. Israël ne peut pas exister s'il n'y a pas ces liens étroits avec les Américains, puisque les deux pays sont très liés, sont étroitement liés, et en conséquence, tout Premier ministre doit en tenir compte. Merci beaucoup André Caspi d'avoir été mon invité. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste des États-Unis. Je rappelle le titre de votre dernier livre, La Nation armée, les armes au cœur de la culture américaine, paru aux éditions de l'Observatoire. Votre interview est à retrouver en podcast sur notre site radioj.fr et sur la page YouTube de la radio. Merci à vous et à très bientôt.